Bon alors Caroline, toi qui es une experte du stress et du coaching, comment est-ce que tu te sens maintenant pour démarrer cette interview? Eh ben, écoute, je me sens super bien. Je suis vraiment en mode profiter, profiter de l'instant présent, profiter de ce moment avec toi et je suis ravie d'être avec toi ce matin. Bah, écoute, ça me touche énormément. Je suis aussi ravie de partager ce moment avec toi. Je sens qu'on va avoir une super belle conversation. Et ouais, je suis assez, comment dire, ouais, curieuse de la tournure que ça va prendre. Voilà. Bah écoute, je veux bien que tu te présentes pour qu'on sache qui tu es. Alors, je trouve ça toujours difficile, comme je te disais, de se présenter parce que ça nous met dans des cases. Alors, parmi toutes ces cases, donc Caroline Badiou, j'ai 43 ans, je suis mariée, maman de deux enfants. Euh, Au niveau de mes activités, puisque ça fait partie de ce qui nous définit, j'ai plusieurs casquettes professionnelles. Je suis à la fois responsable de secours et de culture sécurité dans un centre de recherche sur tout ce qui est énergie nouvelle. Et à la fois, j'ai mon entreprise de coaching et je suis coach professionnel spécialisé en préparation mentale. Et donc, tu l'as compris, j'accompagne sur tous les sujets autour du stress. Super, bah merci pour cette présentation. Du coup, on va aller explorer un petit peu plus en détail ton parcours parce qu'il est quand même riche de plein de belles choses. Et on va commencer par ton expérience de pompier volontaire. Donc, ça a commencé quand tu avais 17 ans, c'est bien ça? Oui, c'est ça. 17 ans, pompier volontaire, c'est impressionnant. Qu'est-ce qui t'a attiré vers cet engagement si tôt? Alors, bah, en fait, c'est une histoire de famille, puisque je suis issue d'une famille où on est plusieurs pompiers, pompiers professionnels, pompiers militaires, pompiers volontaires. Il y a vraiment de tout. Et du coup, plus jeune, je crois que j'avais envie d'exister, de montrer qui j'étais. Et celui qui était avant moi dans la famille, mon cousin, avait un parcours de pompier volontaire et c'était un peu mon idole, mon modèle. Du coup, je l'ai suivi et j'ai eu envie d'être pompier comme lui, comme son papa. Et du coup, je suis rentrée donc pompier volontaire effectivement à l'âge de 17 ans. Et qu'est-ce que tu as retenu de cette expérience pour ton développement à la fois personnel et puis professionnel? Les pompiers, c'est une super école de la vie parce qu'en fait, ça nous montre la vie sous une facette qu'on n'a pas l'habitude de voir finalement. Ça nous montre des côtés plus sombres puisque bah, tu l'imagines bien, les pompiers sont pas là que dans des moments joyeux, c'est même plutôt des moments rares. Hein. Donc ça m'a vraiment, si je devais retenir une seule leçon, c'est à quel point la vie est fragile. Et pour moi, ça me donne l'envie de croquer la vie à pleines dents. Et tu es rentré comme pompier volontaire. Ça a duré combien de temps? J'ai une expérience de 22 ans de Ah pompier oui. volontaire. Alors un peu entrecoupée parce que j'ai eu des enfants pendant cette période, mais je viens juste donc à 43 ans de poser ma démission, euh, sachant que j'avais commencé à 17 ans. Oui, effectivement, une sacrée expérience. Et alors, c'est Hmm. comment d'être femme et pompier? C'est pas facile. Non, c'est pas facile. Alors ça forge, bien évidemment, j'ai aucun regret et je trouve que c'est une expérience qui est très très enrichissante, mais ça demande de faire ses preuves, de montrer de quoi on est capable. J'ai eu l'impression au fur et à mesure de ma carrière de toujours devoir faire mes preuves, de devoir prouver que j'avais ma place dans ce milieu-là. Et forcément, c'est pas toujours facile. Tu as mentionné que donc, dans ta famille, il y avait différentes enfin, d'autres personnes qui étaient pompiers. Mm-hmm. Et puis tu as parlé de. Donc, bon, toi, tu étais pompier volontaire et puis tu aurais pu devenir pompier professionnel. C'était mon rêve. Donc, comme je le disais, hein, j'avais mon modèle familial qui était mon cousin, qui était pompier volontaire, qui a commencé volontaire. Ensuite, il a été dans l'armée et puis est devenu officier de sapeur-pompier professionnel. Et du coup, j'ai complètement voulu suivre sa voie. Donc, je suis rentrée pompier volontaire et j'ai ensuite fait une école pour devenir officier de sapeur-pompier. Donc, c'était à l'époque un DUT HSE, hygiène, sécurité, environnement, suivi d'une licence professionnelle pour pouvoir prétendre à passer le concours qui se passait à Bac+3.
J'ai juste changé de voie au dernier moment, une fois que j'ai eu terminé ma licence. Et pourquoi? Pourquoi? Ben, en fait, je me suis posé des questions à cet âge-là, justement, de me dire, est-ce que, donc à l'époque, j'avais une vingtaine d'années, et je me suis dit, est-ce que quand tu auras 40 ans, tu auras toujours envie de te battre pour trouver ta place dans ce milieu très masculin? Est-ce que aussi tu auras toujours la pêche pour te lever la nuit, pour répondre au bip? Et j'avais pas des réponses claires sur ce sujet. Et du coup, je me suis dit qu'il valait peut-être mieux m'orienter vers une autre carrière professionnelle tout en restant pompier volontaire à côté. C'est une chance qu'on peut avoir en France de faire les deux. Et c'est ce que j'ai choisi. Bon, je connais, comme tout le monde, je pense, l'expression pompier volontaire ou pompier professionnel, mais tu peux peut-être nous expliquer la différence entre les deux? Parce qu'il y a Oui, alors, des différences. pompier professionnel, c'est un métier. C'est un métier à part entière, hein, comme il y en a, comme d'autres personnes sont policiers, gendarmes, etc. Pompier volontaire, c'est une activité que l'on fait en parallèle de son métier, de ses études, etc. J'ai l'habitude de dire que certains font du foot le week-end, et ben moi j'étais pompier la nuit, les week-ends, dès que j'étais pas à l'école ou au travail. Et concrètement, que tu sois volontaire ou professionnel, tu interviens sur les mêmes types je sais pas comment dire, D'intervention. d'intervention, voilà, je cherchais le mot, Oui, intervention. oui, effectivement, quand il t'arrive quelque chose, que tu fais le 112, toi, tu sais pas qui va venir et tu sais pas faire la différence entre un pompier professionnel et un pompier volontaire. Donc, c'est les mêmes personnes. Alors, ça dépend de plein de critères, de est-ce qu'on est en ville, à la campagne, etc. Mais aujourd'hui, un pompier volontaire et un pompier professionnel exercent les mêmes missions en France. D'accord, donc quand vous êtes en équipe, dans la même équipe, il peut y avoir un mélange de volontaire et de professionnel. Ok. Tout à fait, oui. Est-ce que, alors, en termes de hiérarchie, de gradation, ça se passe comment entre les volontaires et les professionnels? Il y a des différences? Il n'y a pas forcément de différence en termes d'évolution de grade, c'est-à-dire qu'un pompier professionnel comme un pompier volontaire peuvent évoluer dans la hiérarchie. Après, il y a quelques différences au niveau des formations, mais si je reprends mon exemple, j'ai eu l'opportunité, la chance et l'envie surtout d'évoluer en grade et du coup, bah, je suivais des stages, des formations, je passais des examens pour monter. Donc, j'ai commencé sapeur, je suis ensuite devenue caporal-chef, sergent, sergent-chef, adjudant et j'ai terminé au grade d'adjudant-chef. D'accord, ok. Donc un beau développement sur tes 20 et quelques années de... Oui, 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 c'est chouette parce que à chaque étape, on apprend beaucoup. C'est pas exactement les mêmes missions. Au fur et à mesure, en fait, on est dans une position de commandement, puisque chez les pompiers, il y a l'aspect management qui se fait en caserne, mais en intervention, on est plutôt sur du commandement. Et c'est quelque chose qui s'apprend et c'est chouette parce que c'est des responsabilités, c'est aussi de l'apprentissage de l'humain. C'est pas toujours facile, ça non plus. Et on est payé en tant que pompier volontaire? Oui, en tant que pompier volontaire, tu as des vacations. Donc, tu es payé pour prendre des gardes ou partir en intervention. D'accord. Allez, t'as pas une petite anecdote à nous raconter là sur Ouais. quelque chose qu'est-ce que tu aurais envie de nous partager là sur toutes ces années d'expérience, Il y, a, il anecdotes y d'intervention, ou tu peux en en partager plusieurs, hein. a plein. Il y en a plein. Alors, généralement, ce qui reste, c'est pas les moments les plus joyeux. Bien évidemment, c'est en tout cas moi ce qui reste gravé, ça va être plutôt des interventions où l'issue pour la victime n'a pas été top. En fait, la victime reste. Euh, mais je vais te proposer une autre anecdote plus sympa où en fait elle est plus récente. J'intervenais sur un feu de forêt et puis c'était la nuit et en fait c'était l'anniversaire d'un des pompiers de l'équipe et du coup en rigolant on lui a dit bah écoute au lieu d'éteindre le feu avec ta lance
on te propose de souffler tes bougies, vas-y, souffle dessus. Et on lui a souhaité joyeux anniversaire. Donc voilà, au milieu d'une intervention, on a réussi à mettre un petit peu d'humain dans tout ça. Oui, c'est pas facile à la fois, j'imagine, savoir se détacher de ce qui se passe pour garder comment dire, ses capacités à leur maximum et en même temps rester humaine. Comment est-ce que ça se passe? On remarque souvent que des pompiers qui discutent ensemble, ça peut choquer les gens qui ne sont pas du milieu parce qu'on peut être content de faire le feu du siècle, content de faire la super inter. Et pour quelqu'un qui n'est pas de la partie, il y a certaines personnes qui disent mais waouh, comment vous pouvez être content de faire des choses comme ça? Et en fait, effectivement, c'est ce qui anime un pompier. Et c'est certainement une manière aussi de se détacher justement de la noirceur de tout ce que l'on peut être amené à vivre. Je pense qu'il y a cet aspect-là. Bon, on a bien décortiqué ton expérience de pompier et ça m'amène à une question. Tu m'as dit que tu voulais être un garçon. Ça vient de ton histoire personnelle, de ton enfance? Oui, alors je l'ai analysé comme ça, effectivement. Je suis issue d'une famille où j'ai remarqué avec le temps que l'homme avait une vraie place. Alors, un vrai rôle, notamment professionnel. Et du coup, je crois qu'assez inconsciemment, j'ai cru que du coup, pour exister dans la famille, il fallait avoir cette place. Et, et vu qu'elle était attribuée principalement aux hommes, et ben le raccourci, mais c'est complètement inconscient, hein, je crois que j'ai fait le raccourci qu'il fallait être un homme pour réussir. Et du coup, pendant très très longtemps, effectivement, j'étais plutôt en mode garçon manqué. Je disais que je voulais être un garçon, que quand je mettais une jupe, je me déguisais en fille. J'étais vraiment dans ce mood-là. Comment tes parents ils réagissaient à ça? Je ne sais pas parce que c'était pas non plus poussé à l'extrême. Euh, et puis, je le faisais plutôt inconsciemment. Donc, j'ai vraiment mis des mots tardivement sur ces choses-là. C'est une compréhension de coach. C'est ça. Et tu m'as partagé que bah, ça avait évolué avec la maternité. Oui, effectivement, devenir maman, donc ça a été un peu une claque. C'est-à-dire que il y en a beaucoup qui disent la grossesse, c'est pas une maladie. Oui, sauf que bah, moi, la grossesse, ça m'a obligée à arrêter, par exemple, mon activité de sapeur-pompier parce que c'était pas compatible. Et du coup, je trouvais ça injuste. Les garçons, ils n'ont pas à vivre ça. Donc, ça a commencé là. Et puis après, ben, c'était le temps pour m'occuper de mes enfants. Et du coup, je comprenais pas tout ce qui se passait. Pourquoi moi, j'étais obligée de. Enfin, tu vois, je passe encore le mot obligée, alors que j'ai vraiment pris plaisir à passer tous ces moments avec mes enfants. Mais du coup, voilà, ça a été un gros moment de réflexion personnelle de me dire, mais quelle est la place de chacun? Et du coup, ça m'a permis de me reconnecter avec ma féminité. Et aujourd'hui, tu estimes qu'il y a un équilibre entre ce côté féminin et ce côté masculin en toi? Carrément. Justement, je l'ai découvert au fur et à mesure et notamment grâce à une formation que j'ai faite en shiatsu. J'ai découvert les notions d'énergie féminine, d'énergie masculine et j'ai pris conscience que un homme pouvait avoir de l'énergie féminine et que moi, en tant que femme, j'avais le droit d'avoir de l'énergie masculine. Et je crois que cette énergie masculine, je l'avais longtemps mis en avant, justement, par rapport à tous mes schémas inconscients. Et toutes ces prises de conscience me permettent aujourd'hui de chercher l'équilibre entre les deux, parce que je crois que l'harmonie, justement, elle se fait à ce point d'équilibre. Bah, tu parles du shiatsu, alors on peut en parler, hein. Qu'est-ce qui t'a amené à faire cette formation au shiatsu, justement? Ouais, ça, Ah, c'est la suite alors de plusieurs événements hein, de vie. Si je devais vraiment le faire en résumé,
un premier événement professionnel où j'avais postulé à un poste que je n'ai pas obtenu. Ça a été un peu une claque, là encore. Et puis, très rapidement, après, une série d'événements personnels qui m'ont confrontée à la maladie, à des tentatives de suicide, à des séparations, enfin des événements assez violents pour moi. Et finalement, les deux réunis en une période assez courte, là encore, ont provoqué un déclic. J'ai eu la chance à cette période de faire un bilan de compétences où on m'a dit, mais madame, vous vous ennuyez dans votre travail. Et du coup, j'ai cherché à ne plus m'ennuyer. J'ai cherché les pistes et dans les pistes, il y avait vraiment cette notion d'accompagnement, médecine, infirmière, etc. C'était pas forcément des choses vers lesquelles je voulais aller, sachant que j'avais 2 enfants en bas âge. Et du coup, bah, je me suis dirigée vers des études de Zen Shiatsu, donc qui est une pratique japonaise, on va dire, issue de la médecine traditionnelle chinoise. Et c'est comme ça que je suis venue à cette formation. Et tu t'es formé où Alors, je me suis formée à l'école Feng Wang à Lyon. Et je me formais donc en parallèle de mon activité professionnelle. Ça a duré 4 ans. Les week-ends, les vacances, des stages, des formations, des études de cas à faire. T'arrivais à combiner ça avec ton activité de pompier volontaire ou tu l'avais mise ensemble? Oui. Oui, avec effectivement ma vie de maman, de ma vie professionnelle, puisque j'étais salariée, ma vie de pompier volontaire. Euh, je m'ennuyais plus du coup. T'arrivais à le temps de dormir encore un petit peu? Alors oui, parce que c'est intéressant ce que tu dis. Je suis une très grande dormeuse et s'il y a bien un truc qui est vital pour moi, c'est le sommeil. Donc c'est quelque chose sur lequel je ne passe pas, je ne coupe pas. Il y a rien qui passera avant mon sommeil. Même un appel en pleine nuit pour une intervention de pompier? Ouais. Il fallait pas qu'on m'appelle pour rien. Ok, donc tu as fait voilà, cette expérience, enfin cette formation dans le domaine du shiatsu. Et alors après, qu'est-ce qui s'est passé? T'as gardé ton poste salarié, mais tu as Oui, créé ta boîte? en fait, au cours de ces 4 années de formation de shiatsu, j'ai décidé de m'intéresser plus particulièrement au profil des sportifs qui visaient des performances dans leur activité. Et en faisant des études de cas sur ces personnes-là, j'ai eu envie de m'intéresser à tout ce qui se passait au niveau mental. Et c'est comme ça que, en plus de tout ce que je faisais, je me suis inscrite dans une formation de coaching, donc coaching généraliste, mais avec une spécialisation en préparation mentale de sportifs. Et bah alors, on va faire une petite parenthèse, on reviendra du coup à la suite de ta carrière professionnelle, mais il faut qu'on aille parler de la gymnastique de haut niveau, parce que sinon, on ne va pas bien comprendre parmi les personnes qui nous écoutent pourquoi ça peut être important pour toi la préparation mentale de sportif. Et vas-y, explique-nous ce que tu as fait en gymnastique artistique, hein, c'est bien ça. Oui, c'est ça. Donc effectivement, la première partie de ma vie a été vouée à la gymnastique puisque j'étais apparemment une enfant assez speed, assez dynamique et mes parents ont cherché quelle activité pourrait me canaliser. Et du coup, à l'âge de 4 ans, ma maman m'a inscrite à la gym. Très rapidement, j'ai été, alors, je ne sais pas comment dire, repérée pour aller dans l'équipe un peu plus élite du club. Donc, je m'entraînais énormément. J'ai ressorti mes cahiers de gym et c'était plus de 12 heures d'entraînement par semaine alors que j'étais encore à l'école primaire. Euh, donc aujourd'hui, en tant que maman, je vois ce que ça peut représenter. Et donc, je faisais des compétitions et j'ai le souvenir de mon entraîneur qui me disait, si tu n'avais pas peur, si tu n'étais pas stressé, je t'emmènerai aux Jeux Olympiques. Et cette phrase, elle est gravée parce que bah, j'avais peur, je pense je crois que c'était la peur de me blesser.
du coup, qui faisait que j'osais pas tenter des lâchers, des figures, celles qui font qu'on réussit. Hein. Et du coup, je me suis arrêtée à l'entrée du niveau France. Et du coup, bah, pas de niveau France, pas de Jeux Olympiques, pas de tout ça. Et à l'âge de 15 ans, j'ai arrêté la gymnastique parce que c'est dur d'ailleurs à cet âge-là de se dire qu'on on veut plus rien Mhm. dans sa pratique. Quand je t'écoute, je trouve ça assez étonnant parce qu'effectivement, tu dis, tu avais peur, en tout cas, tu avais enfin, peut-être peur de te blesser. Mais 2 ans après avoir arrêté la gym, tu te lances comme pompier volontaire où je pense que les risques quand même sont conséquents. Euh, Mm. et là, tu avais réussi, t'as réussi à dépasser cette peur que tu aurais pu être légitime. Oui, effectivement, j'ai appris à vivre avec, j'ai appris à vivre avec ce stress de, bah, on ne sait pas quand est-ce que le bip il va sonner, on ne sait pas sur quoi on va agir, on ne sait pas ce qu'on va trouver, on ne sait pas comment ça peut se passer. Mais ouais, je crois que tout ça, c'est inconscient, mais je me suis construite avec ça, oui. Donc, je dirais que tout ça, là, cette expérience d'abord dans la gym, où bah, là, tu as pu faire peut-être ce que tu aurais voulu. Puis l'expérience de pompier, où tu as quand même poussé les choses assez loin, ça a dû jouer un rôle, j'imagine, sur lequel tu as pu poser des mots après quand tu t'es formé toi-même au coaching. Mais ça doit être fondateur de ce que tu es aujourd'hui et de ta vision du stress, j'imagine. Effectivement, c'est après, comme tu dis, c'est en travaillant sur moi que j'ai recollé les morceaux et que j'ai compris que bah, tout ça, c'est ce qui me définit aujourd'hui, c'est ce qui fait celle que je suis aujourd'hui. Et, et c'est ce qui définit mes accompagnements en coaching. Effectivement, ça va tourner autour de la notion de stress, de connaissance de soi, de chercher la sérénité, la performance. Tous ces mots-là, ils interviennent dans mes accompagnements. Donc, si effectivement on revient, donc tu as fait cette formation de préparation, enfin tu m'as dit de coaching en ça, et de préparatrice mentale, c'est comme ça que je pense, voilà, pour les sportifs. Et donc c'est après, tu as créé ta propre activité, tout en gardant ton poste salarié en parallèle. Oui. C'est quoi la répartition entre les deux aujourd'hui? Alors en fait, lorsque je suis devenue maman, j'ai posé j'ai travaillé à temps partiel à 80%. Donc j'avais le mercredi pour mes enfants et comme je te le disais, bah, j'ai toujours mon mercredi, mais pour mon nouveau bébé qui est mon entreprise en fait. Ok, donc effectivement une journée par semaine. Donc c'est ça, je travaille 4 jours par semaine en tant que salarié et puis un jour plus les nuits, les week-ends, enfin les nuits, les soirées, les week-ends, parce qu'en fait, être entrepreneur, je trouve que là aussi, c'est une très très belle école de la vie. Ça nous fait découvrir plein de choses. J'ai appris à être coach, mais j'ai pas appris à faire de la communication, du marketing, des factures, etc. Et en fait, c'est en moi tout le temps. J'ai l'impression que je me lève, alors avec plaisir, parce que c'est vraiment une passion. Hein. Je ne le vis absolument pas comme une contrainte, mais je me lève le matin, j'ai plein d'idées en tête. Je me couche le soir, j'ai encore plein d'idées en tête, et je trouve ça juste génial. Donc oui, c'est le mercredi, mais pas que. Et ça suffit du coup à te donner l'équilibre, parce que tu m'avais dit, Oui. voilà, tu aimes ton travail salarié, tu n'as pas envie t'as pas envie de l'abandonner, hein. C'est un choix de ta part, un choix conscient et voulu. Et donc, ça suffit pour t'apporter ce qui pouvait peut-être te manquer quand tu n'étais que, entre guillemets, hein, que salarié. Oui, 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 mais complètement. En fait, tu parles d'équilibre et je crois que j'ai trouvé le mien. Alors, bien évidemment, des fois, je me dis, ah, si j'avais un petit temps de plus pour encore plus développer mon activité de coach. Mais je crois que j'ai cet équilibre. Je sais pourquoi je fais chacun de ces métiers. Ils m'apportent des choses complètement différentes. Et, euh, et c'est ça que je trouve chouette. Parce que j'ai l'impression de ne plus être enfermée dans une seule case, en fait. Ok, oui, on revient à cette histoire de cases, hein, on en avait parlé au tout début. C'est quelque chose qui te déplaît d'être enfermé dans des cases.
Oui, oui, et à la fois, j'aime bien l'idée d'avoir des étiquettes pour pouvoir les décoller. C'est-à-dire de commencer de mieux se connaître. Donc, en se connaissant, on se pose des étiquettes. Je suis une fille, mais derrière, c'est les décoller pour trouver son ajustement. Ouais, c'est intéressant comme approche. J'y avais jamais pensé. Et alors, tu dis, tu me l'as déjà dit, puis on le voit dans ta communication, hein, faites du stress un allié. Alors, ça peut peut-être paraître contre-intuitif hein, pour les personnes qui nous écoutent. Alors, vas-y, explique-nous. Oui, je crois Ah, effectivement, ça fait pas mal parler cette phrase. En fait, on vient de l'expliquer. Moi, le stress, il m'a bouffé la vie à une période. Il m'a empêché d'atteindre des rêves, des objectifs. Et finalement, je me rends compte que ce n'est pas qu'un grand méchant ennemi à combattre. Et en m'intéressant au stress, j'ai vraiment compris qu'à la base, il est là pour nous sauver la vie. Euh, j'ai beaucoup lu, je me suis formée sur le sujet et il y a une chose très éclairante que j'ai découverte, c'est que donc à l'origine, si on revient au temps de la préhistoire, le stress, il a permis à l'homme préhistorique qui se trouvait attaqué par un mammouth de survivre. C'est-à-dire que, ok, le mammouth, il est là devant toi en disant, tu vas être mon prochain repas. Bon, bah, le stress, c'est toute cette réaction biologique qui va nous permettre d'avoir tout plein d'hormones qui vont nous donner l'énergie nécessaire pour pouvoir fuir ou alors combattre et faire de lui notre repas, en fait. Donc, rien que ça, mais je trouve ça juste génial. Et en fait, bah, rien qu'à travers cette définition, je trouve que le stress, c'est un allié. Il n'est pas là pour nous pourrir la vie, mais bien pour nous sauver la vie. sauf qu'aujourd'hui, ça se passe pas toujours comme ça. Non, effectivement. Alors bon, on ne croise pas des mammouths tous les jours hein, qui veulent nous tuer, mais par contre, justement, là encore, c'est une deuxième leçon très riche, c'est de se dire que notre cerveau de 2024, il n'a pas évolué et il ne sait pas faire la différence entre une menace qui est absolue, où là, il y a un vrai danger pour notre vie, un vrai danger de mort, et une menace qui est plutôt relative, comme par exemple, je sais pas moi, monter sur scène pour parler en public. À la fin, oui, ça fait peur, mais par contre, on va pas mourir. Et, et ça, c'est pareil. Je trouve que avoir conscience de ça, c'est déjà faire descendre le niveau de stress, de se dire oui, mais en fait, à la fin, je serai toujours en vie. J'ai le droit d'avoir peur, mais par contre, je serai toujours en vie. Mhm. Mm. C'est ton vécu personnel de tout ce qu'on a évoqué, hein, la gymnastique en particulier, ton expérience de pompier sûrement aussi, et certainement d'autres choses. C'est tout ça qui t'a amené à avoir envie de t'intéresser plus spécifiquement au stress? Je pense que oui, effectivement. Alors, comme on le disait, hein, ça s'est fait progressivement, la gym, les pompiers, les formations, le coaching, etc. Et puis un jour, je me suis posée et en fait, je me suis dit, c'est quoi la composante commune de tous les éléments qui sont arrivés dans ma vie et c'est là que le stress est apparu parce que je pense que de base, je suis une grande stressée et du coup, j'ai eu envie de m'intéresser à ce sujet-là, de vraiment comprendre qui je suis moi, comment je fonctionne moi, derrière tous les masques tu sais qu'on peut avoir au quotidien. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, quelles sont mes valeurs, quels sont mes talents, ce à quoi j'aspire, et en parallèle comprendre le stress et voir comment ça se passe entre nous pour prétendre à une vie sereine dans un monde qui va vite, mais à une vie la plus sereine possible et la plus alignée aussi. Et c'est quoi, d'après toi, les ingrédients clés du stress? Ah, alors, c'est pas d'après moi, hein, c'est vraiment là pour le coup des recherches scientifiques qui ont mis en évidence que chaque fois qu'il y a une situation de stress, il y a au moins un donc des quatre ingrédients du stress qu'on peut se rappeler sous l'acronyme CINE.
Donc le C, c'est une sensation de contrôle faible, quand on ne contrôle pas toute la situation. L'être humain aime bien tout maîtriser, tout contrôler. Oui. Ensuite, le I, c'est l'imprévisibilité. Quelque chose qui arrive là. Donc, si on reprend tout à l'heure l'exemple des pompiers, ben, le bip, quand il sonne, c'est complètement imprévisible. Je ne sais pas à l'avance. Donc, ça te met en situation de stress. Le N, c'est la nouveauté. Quelque chose qui est nouveau, on n'est pas préparé. Et enfin, le E, c'est lorsque on a la sensation que notre ego est menacé. Notre ego, notre personnalité. Lorsqu'on se sent complètement menacé. Et du coup, à partir du moment où il y a au moins un de ces 4 ingrédients, eh ben, on va se retrouver dans une situation de stress. Et là encore, je trouve qu'avoir conscience de ça, eh ben, ça permet de descendre le niveau. Tu dis, ah ouais, c'est ça qui est en train de se passer. Allez, respire, souffle, c'est normal d'être stressé. Donc, être plutôt dans l'accueil de son stress que chercher à lutter contre. C'est ça. Arrêter de lutter finalement et accueillir, comme tu dis. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer les mécanismes du stress? Comment ça fonctionne? Alors, c'est un petit peu tout ce qu'on vient de se dire. Hein. Si je devais le résumer, en fait, notre cerveau, il est là pour nous protéger, pour nous éviter d'être dans une situation où on n'est pas bien et du coup, bah, nous protéger de la plus grande menace qui est la menace de mort. Et du coup, dès qu'il va ressentir une menace, il va y avoir toute une série de phénomènes biologiques qui vont permettre à notre organisme de sécréter des hormones comme l'adrénaline, le cortisol, et tout ça, ça va nous donner de l'énergie pour pouvoir réagir face à cette menace. Et les deux grandes réactions possibles, j'en parlais tout à l'heure, ça va être la fuite ou le combat. Le combat de la menace, pas du stress. Et qu'est-ce que tu pourrais donner là comme conseil aux personnes qui nous écoutent pour qu'elles puissent faire du stress un allié justement dans leur propre vie professionnelle peut-être? J'ai 4 conseils à donner. Le premier, comme je disais, c'est de se connaître soi. C'est vraiment d'aller à la rencontre de qui nous sommes derrière tous nos masques, quelles sont nos valeurs, quels sont nos talents, quelles sont nos forces, qu'est-ce que l'on veut vraiment dans la vie. Cette question, qu'est-ce que je veux vraiment, je la trouve hyper puissante. Ça, c'est le premier point pour savoir quel est le cap et le chemin que l'on veut suivre. Le deuxième conseil, c'est justement de comprendre le stress. Comprendre que ce n'est pas un ennemi, qu'il est là pour nous sauver la vie, qu'il est là pour nous accompagner et du coup décrypter un petit peu tout ce qu'on vient de se dire pour faire baisser le niveau de stress. Ensuite, ça va être d'aller à la rencontre entre justement les interactions entre le stress et moi. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Je crois fort au fait que chaque fois que l'on a mal quelque part, c'est notre corps qui veut nous dire quelque chose. Qu'est-ce qui se passe dans notre tête, nos pensées, décrypter nos pensées. J'aime beaucoup le modèle de Brooke Castillo qui explique que nos pensées créent des émotions, nos émotions entraînent nos actions et nos actions impliquent nos résultats. Donc c'est important d'aller regarder ce qui se passe dans nos pensées pour pouvoir laisser passer celles qui ne vont pas forcément nous servir et puis s'accrocher à nos pensées qui elles, vont nous permettre de pouvoir agir on va dire, de manière alignée avec ce que l'on désire. Et puis le dernier point, le troisième grand messager que l'on a à disposition, c'est nos émotions. Pour moi, elles sont liées donc à notre cœur. Les émotions, c'est des grands messagers. Ok, pourquoi je suis en colère? C'est quoi le changement que je veux voir? Pourquoi je suis triste? Qu'est-ce que je regrette de perdre? Donc toutes ces émotions, pour moi, elles sont super importantes. Donc ça, c'était le troisième conseil. Ouais. Et le dernier, c'est construire son propre kit anti-stress. Alors ça, je crois que on a tout plein de conseils autour de nous. C'est qu'on l'a vu, le stress, ça existe. Parfois, on va avoir des pics de stress et du coup, quels sont mes propres outils, ceux qui marchent chez moi pour pouvoir faire redescendre la pression? Est-ce que je fais de la respiration, de la méditation, de la relaxation? Chacun a ses propres outils et du coup,
les tester, les découvrir et se construire sa petite trousse de secours. Et alors, c'est quoi? Est-ce que tu peux nous partager ce qu'il y a dans la tienne? Dans la mienne. Dans la mienne, alors il y en a plein. Mon top 3 de mes outils anti-stress, ça va être un, si surprenant que cela puisse paraître, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps, c'est le froid. D'accord. Et attention, je suis une grande frileuse. Mais la baignade en eau froide. Alors là, en quelques mots, je peux t'expliquer. Hein. Je m'immerge dans une rivière, un lac, et tout simplement, quand c'est pas accessible, prendre une douche à l'eau froide. Hein. Et du coup, ça me permet, en fait, on lutte pas avec le froid. Il y a plus d'ego. Et du coup, ça me permet, ça m'oblige à me concentrer sur ma respiration et sur l'instant présent. Et alors là, c'est magique parce que dans l'instant présent, en fait, il n'y a rien qui stresse. Hein. Quand je suis sous ma douche, j'ai pas de menace de mort. C'est toutes les projections que je peux faire qui peuvent me stresser. Donc, ça me reconnecte à l'instant présent et pour moi, c'est un outil super magique en situation de stress. D'accord. Alors, par contre, tu vas pas aller te précipiter dans la première fontaine venue. Non, ça Tu vas s'apprend. parler, ouais, il faut anticiper. Ouais, alors déjà, attention hein, à tous ceux qui nous écoutent, vraiment le message, c'est on ne fait pas n'importe quoi avec le froid, parce qu'il peut y avoir des contre-indications, notamment pour toutes les personnes qui ont des problèmes cardiaques. Donc moi, j'ai appris, je me suis formée avec des gens qui m'ont vraiment expliqué comment se préparer. Il y a vraiment le avant, pendant, après avec le froid. Donc comment se préparer, comment vivre le moment et puis comment sortir du froid pour repartir derrière. Ok, donc ça, c'est ton numéro un. Ouais, On a c'est deux mon autres. numéro un. Numéro 2, la respiration. Ça paraît assez banal parce que on respire tous. Si on est en vie, si on est là en train de se parler, c'est parce qu'on respire. Et pourtant, on le fait de manière automatique. Et juste prendre le temps en temps de dire stop. Là, je me concentre, j'inspire, j'expire, tout ça en conscience. C'est pareil en fait, quand tu te concentres, quand tu te focalises sur ta respiration, tu es complètement dans l'instant présent. Et ça c'est un outil qui est magique vis-à-vis du stress. Et donc le dernier, je dirais plutôt la connexion avec la nature. Une des choses que je fais quand je suis pas bien, quand je me sens fatiguée, stressée, c'est de prendre mes baskets et d'aller marcher. Et ça fait un bien fou. La nature, elle a beaucoup à nous apprendre. Oui, je crois aussi. Ouais, ouais, merci pour tous enfin, pour ce partage de ton kit ultra personnel. Euh, et comment est-ce que, en tant que coach, en tant que préparatrice mentale, qu'est-ce que tu vois comme différence dans la manière dont les hommes et les femmes gèrent le stress? Question intéressante. Alors, si je ne parle pas des gens que j'accompagne, c'est-à-dire en règle générale, une des différences que j'ai pu constater, c'est que les femmes vont peut-être plus oser montrer leur vulnérabilité. Mhm. Là où les hommes, mais c'est très case hein, tout ça et j'aime pas mettre dans des cases. Là où les hommes vont peut-être avoir tendance, en tout cas ceux que j'ai côtoyés, hein, et notamment dans le milieu pompier, vont peut-être avoir tendance à être plus je suis fort. Je ne montre pas que j'ai des faiblesses, j'ai pas le droit de pleurer, j'ai pas le droit de montrer que je suis pas bien. Encore une fois, je pense pas que ce soit une généralité, mais en tout cas, c'est ce que moi j'ai pu constater notamment dans le milieu pompier. On en avait parlé hein, ensemble la dernière fois, la notion de vulnérabilité et cette notion de valeur féminine et masculine. Donc féminin et masculin au sens de l'énergie féminine et masculine, non pas forcément homme-femme, dans le sens où on devrait a priori avoir tous ces valeurs tant féminines que masculines, mais avec certainement en tant que femme un peu plus d'aisance pour aller vers les valeurs féminines et en tant qu'homme un peu plus d'aisance pour aller vers les valeurs masculines. Et la vulnérabilité, effectivement, est perçue comme une faiblesse.
Et or, pour moi, c'est une force et une richesse. J'en parle d'ailleurs dans la... J'ai fait une mini formation sur le leadership. Si tu veux, je t'enverrai le lien. Ah oui. Mais je parle de ça. Je parle de la vulnérabilité. Donc, pour toi, c'est aussi une force. Oui, carrément. Et en fait, si je réfléchis à des exemples d'hommes qui, à mes yeux, sont un modèle de réussite, ce sont des hommes qui, justement, ont travaillé là-dessus et qui osent briser leur carapace, travailler sur eux, accepter leur zone qui pourrait paraître pour des faiblesses, mais leur zone de vulnérabilité. Effectivement. Et je crois que ça commence un petit peu, on en parle plus hein, maintenant. Oui, Ça commence petit à petit à émerger et les hommes comment dire, commencent à être plus, je sais pas comment on pourrait dire, préoccupés du sujet, ou en tout cas à s'y intéresser, à avoir envie. Parce que, bon, je suis féministe, donc je parle beaucoup des femmes, mais j'ai conscience qu'il n'y a pas que sur les femmes qu'il y a de la pression qui repose, que c'est bien entendu le cas sur les hommes, pas forcément les mêmes. oui. Et que bah, on leur demande d'être forts, on les éduque comme ça, hein, les petits garçons, il faut être fort, tu l'avais dit tout à l'heure, il ne faut pas pleurer, faut pas montrer ses émotions. Et effectivement, la vulnérabilité, c'est une faiblesse. Or, pour moi, la vulnérabilité, c'est ce qui permet de créer du lien à l'autre. Qu'est-ce que toi, tu en penses de ça? Et ben, ce qui me vient quand je t'entends parler, c'est justement dans mon expérience de pompier. Donc, avec euh, tous ces hommes qui se montraient forts, j'ai eu l'occasion d'être un peu l'oreille attentive de certains qui se confiaient et qui avaient leur deuxième facette, en fait. Devant les copains, je suis fort, mais en vrai, ben, moi aussi, j'ai mes petites failles et puis je veux bien en parler. Mais c'est comme si on n'osait pas encore Ouais. le faire officiellement. Donc je crois qu'effectivement, on est en chemin. Il y a plein de choses qui se font, il y a plein de groupes de parole. Je lisais récemment un post sur LinkedIn d'un groupe de parole entre hommes, justement, qui se posait la question euh, qu'est-ce que sont les hommes d'aujourd'hui, quel est leur rôle, quelle est leur place, et j'ai trouvé ça génial. Parce que, parce qu'effectivement, on parle beaucoup de la place de la femme, qui n'est pas simple, mais je crois que la place de l'homme n'est pas simple non plus. Je te rejoins tout à fait. Et même si ce podcast a été créé, il s'appelle Liberté d'être femme, il est axé sur la femme, euh, j'ai quand même envie d'aller aussi explorer ces aspects-là, ce qu'on appelle les nouvelles masculinités. Hein, sortir des stéréotypes dans lesquels l'homme a été pendant ouais, des siècles, voire des millénaires, et dans lesquels les femmes en posture d'autorité se sont senties aussi obligées d'aller. Mm. Il y a d'autres façons d'être. Je suis très contente d'entendre et ouais, de découvrir petit à petit qu'il y a des hommes qui s'interrogent là-dessus. Et bah, oui, ils ont besoin d'être aidés là aussi. Voilà. Donc, et c'est un équilibre. J'aime pas parler d'égalité entre femmes et hommes. Je ne considère pas. Alors, égalité des droits, oui. Mais pas égalité dans le sens où une femme et un homme, ce sont deux personnes différentes. Enfin, de toute façon, physiquement, on est différents, mais je ne crois pas qu'il faille vouloir une égalité. Ce serait renier ce que nous sommes, tant les femmes que les hommes. Par contre, une complémentarité, oui, et puis aller prendre chacun chez les autres ce qui nous manque. Moi, je trouve que c'est pertinent. Euh, et ben, qu'est-ce que tu donnerais, toi, comme conseil alors, je te posais la question sur les femmes et les hommes. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux femmes qui évoluent dans des environnements qui sont majoritairement masculins? Alors, qu'est-ce que je donnerais comme conseil? Eh ben, d'oser être elle-même, de ne pas chercher à vouloir être ce qu'on leur impose d'être. Ouais, mais en fait, je le dirais à tout le monde, c'est le conseil pour les hommes, pour les femmes, c'est oser être vous-même. Ouais. Vraiment tel qu'on est, parce que finalement, on fait
cette dualité homme-femme, mais même deux hommes ou deux femmes ne sont pas égaux. Donc pourquoi vouloir comparer les hommes et les femmes? Enfin, une femme petite, une femme grande, elles sont pas pareilles. Donc ouais, soyons nous-mêmes et soyons et montrons toutes nos forces, mettons nos forces au service d'un intérêt commun en fait. C'est ce que j'ai souvent dit dans le monde des pompiers, c'est pourquoi une femme, elle devrait être moins bien. euh, oui, il y a certains hommes qui vont avoir plus de force, de musculature que moi, mais par contre, bah, je vais peut-être avoir cette appétence pour l'humain, pour aller parler à la victime que d'autres n'ont pas. Et puis, il y a certains hommes qui vont pouvoir apporter quelque chose que moi, je ne pourrais pas faire. Et en fait, c'est pour moi, tout l'intérêt, c'est de vraiment associer toutes les forces de chacun vers un intérêt, un objectif commun. Donc le conseil, il est pour les hommes et pour les femmes. Ouais, bah, c'est parfait, comme ça j'ai pas besoin de poser la deuxième question. Bon, bah, on arrive fin 2024, je crois que tu as des envies d'évolution dans ton activité professionnelle. Je ne sais pas si tu veux en toucher un mot ou si tu veux garder la surprise. Alors dans mon activité de coaching, je suis vraiment une période d'introspection, on va dire, où je fais le bilan de, de ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et du coup, effectivement, je ne sais pas encore au jour d'aujourd'hui quels sont les changements que je vais opérer et précisément où est-ce que je vais aller. Donc, je ne peux pas t'en dire beaucoup plus à l'heure actuelle. Ce serait la surprise. Par C'est contre, ça. on peut te retrouver si on veut en savoir plus bah, sur ton travail. Alors, principalement sur LinkedIn, donc avec Caroline Badiou, et puis sur mon site internet qui est disponible, Ah, carolinebadiou.com. ok, bah je mettrai les liens dans la description de l'épisode pour que les auditrices et les auditeurs puissent aller te découvrir. Allez, j'ai une dernière question. Est-ce que tu aimes lire? Oui. Ok. Est-ce que tu peux nous partager une ou plusieurs, hein, je ne vais pas te limiter, de tes dernières lectures? Dernière lecture. Alors, j'adore lire. Par contre, j'ai une capacité à oublier les titres. Alors, euh, je vais plutôt te partager des lectures qui m'ont marqué. C'est pas Ah, forcément du tout les dernières, mais une qui a été marquante dans ma vie, ça va être le livre de Raphaël Giordano. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. ok, ouais. Mhm. Et celle-là, voilà, ça a été très très riche. J'aime beaucoup les romans coaching qui t'apportent et celle-là m'a beaucoup apporté. Et puis d'un point de vue plus pratico-pratique, je parle souvent du livre The One Thing, aller à l'essentiel, Oui. qui me permet de ralentir en fait. J'aime beaucoup cette idée de quelle est la chose la plus importante que j'ai à faire aujourd'hui, la chose essentielle. Ok, bah merci pour ces partages. Et puis, bah, je vais mettre tout ça je mettrai les titres du livre aussi dans la description de l'épisode, comme ça, les personnes qui s'intéressent pourront aller en découvrir un petit Oui. peu plus. Et ben écoute, merci Caroline. Ça a été un super moment de partage avec toi. Ça m'a réjoui le cœur. Merci à toi, merci pour ton invitation, merci pour ce partage et merci pour tout ce que tu portes, pour ton projet que je trouve super. Merci Caroline.